Nickel. Nickel, là on a un joli stream. Je me fais chier pour rien, mais tout à fait, mais tout à fait. Donc, Pierre Bourdieu, la distinction, introduction, et ça commence par une citation de Claudel, le soulier de satin. Vous l'avez dit, cavalier, il devrait y avoir des lois pour protéger les connaissances acquises. Prenez un de nos bons élèves, par exemple, Modeste Diligent, qui, dès ses classes de grammaire, a commencé à tenir son petit cahier d'expression, qui, pendant 20 années suspendu aux lèvres de ses professeurs, a fini par se composer une espèce de petit pécule intellectuel. Est-ce qu'il ne lui appartient pas, comme si c'était une maison ou de l'argent? Bon, réflexion sur est-ce que le pécule intellectuel, donc le pécule, vous savez, c'est la monnaie de change que vous avez, est-ce que le pécule intellectuel appartient à cet élève? Bon, on verra peut-être pourquoi est-ce qu'il a mis cette citation-là. Et donc, ça commence comme ça. Il y a une économie des biens culturels. Alors, il y a une économie des biens culturels. C'est-à-dire, il y a des échanges de biens culturels, il y a des critères spécifiques à la manière dont s'échangent les biens culturels, etc. Il y a une économie des biens culturels, mais cette économie a une logique spécifique qu'il faut dégager pour échapper à l'économisme, c'est-à-dire la logique de l'économie par l'économie. En l'occurrence, l'économie des biens culturels, évidemment qu'elle ne va pas s'étudier exactement de la même façon que l'économie économique. Cela en travaillant d'abord à établir les conditions dans lesquelles sont produits les consommateurs de biens culturels et leurs goûts, en même temps qu'à décrire les différentes manières de s'approprier ceux d'entre ces biens qui sont considérés à un moment donné du temps comme des œuvres d'art et les conditions sociales de la constitution du mode d'appropriation qui est tenu pour légitime. Vous voyez, ça c'est le langage bourdieusien, donc on va découper un petit peu tout ça. Hein. On va y prendre du temps peut-être, mais on va découper un peu tout ça. Donc il faut dégager une logique spécifique de cette économie des biens culturels, en travaillant à établir les conditions dans lesquelles sont produits les consommateurs de biens culturels et leur goût. Les consommateurs de biens culturels, donc nous qui consommons des livres, des films, des œuvres d'art en général, etc., nous avons été produits par un système, et nos goûts, nos préférences en termes de biens culturels ont également été produits, si on considère que j'ai dit goût au début de ma phrase, produits par ce système-là aussi. En même temps qu'à décrire les différentes manières de s'approprier ceux d'entre ces biens qui sont considérés à un moment donné du temps comme des œuvres d'art. Donc, comment est-ce que nous, consommateurs, on va s'approprier des biens culturels qu'à un moment donné du temps, on va considérer comme des œuvres d'art? Parce que le terme œuvre d'art a apparemment quelque chose de... en tout cas, une étude en synchronie, c'est-à-dire une étude qui peut être faite de à tel moment ça a été considéré comme une œuvre d'art, à tel moment ça l'a plus été, ou à tel moment ça n'était pas considéré comme une œuvre d'art, et à tel moment ça a fini par le devenir. Pensez à le street art, par exemple. Le street art, c'était au début juste des gens qui dessinaient des trucs sur les murs. Ça n'était pas du tout considéré comme des œuvres d'art, et maintenant on peut afficher du street art dans des musées. Et donc comment est-ce qu'on va s'approprier tout ça? Et donc les conditions sociales de la constitution du mode d'appropriation qui est tenu pour légitime. Voilà, donc ce mode d'appropriation-là, comment est-ce qu'il est construit et comment est-ce qu'on a fait pour qu'on considère qu'il est légitime, cette manière de s'approprier les œuvres d'art. Contre l'idéologie charismatique qui tient les goûts en matière de culture légitime pour un don de la nature, voilà, vous avez bon goût, hein, la nature vous a donné de bons goûts, l'observation scientifique montre que les besoins culturels sont le produit de l'éducation. L'enquête établit que toutes les pratiques culturelles, fréquentation des musées, des concerts, des expositions, lectures, etc., et les préférences en matière de littérature, de peinture ou de musique, sont très étroitement liées au niveau d'instruction, mesuré en titre scolaire ou au nombre d'années d'études. Et secondairement à l'origine sociale. Donc la manière dont vous allez consommer des biens culturels, quel type de biens vous allez consommer, quel type d'activité culturelle vous allez faire, parce que visiter un musée, aller à un concert, etc., c'est une activité culturelle, ça dépend de votre éducation, donc au sens scolaire ou au sens nombre d'années d'études que vous avez faites, ou à votre, et, pardon, pas ou, mais et à votre origine sociale. Le poids relatif de l'éducation familiale et de l'éducation proprement scolaire, dont l'efficacité et la durée dépendent étroitement de l'origine sociale, varie selon le degré auquel les différentes pratiques culturelles sont reconnues et enseignées par le système scolaire, et l'influence de l'origine sociale n'est jamais aussi forte, toute chose étant égale par ailleurs, qu'en matière de culture libre ou de culture d'avant-garde. Bon, ça j'imagine qu'il nous en reparlera. Là, il fait son introduction, il donne ses thèses, et après il va nous les prouver. À la hiérarchie socialement reconnue des arts, il y a une hiérarchie des arts, et il y a toujours eu une hiérarchie des arts. Et d'ailleurs, quand moi j'ai présenté mon mémoire sur Brassens, je me suis fait engueuler
pour avoir prétendu auprès de la prof qui était donc le jury qui était là pendant ma soutenance, qui faisait partie du jury qui était là pendant ma soutenance. Je me suis fait engueuler d'avoir prétendu qu'il existait une hiérarchie sociale des arts. Pour elle, c'est inconcevable qu'il y ait une hiérarchie sociale des arts. Déjà, première page de la distinction, Bourdieu nous le dit, parce que je disais qu'en gros, ce qui est vrai et ce qui est vérifiable, si vous regardez un siècle comme le XVIIIe siècle, il y a une hiérarchie qui va en gros du roman jusqu'au théâtre. C'est-à-dire le roman, c'est quelque chose d'absolument honteux. Il ne faut pas faire de roman. Même les grands auteurs de théâtre et de poésie et de philosophie, etc., qui vont vouloir faire des romans, ils vont les faire généralement sous des pseudonymes. Ils vont pas écrire leur vrai nom, parce que c'est la honte d'avoir écrit un roman. Et puis ensuite, après le roman, il y a la poésie. C'est sympa de faire de la poésie, ça prouve que vous maîtrisez bien les choses. Et puis l'art ultime, c'est le théâtre. 19e siècle, début du 19e siècle, la poésie supplante totalement le théâtre. Et donc on passe à roman, théâtre, poésie. Et puis, on observe de plus en plus une gradation qui va faire passer le roman du plus bête des arts au plus noble des arts, jusqu'à aujourd'hui, où clairement un auteur de littérature, c'est quelqu'un qui écrit du roman. Un poète, ça va être un peu un illuminé, ça va être quelqu'un d'un peu, comment dire, reclus de la société, etc., qui va pas forcément avoir une très bonne image. Aujourd'hui, dans la hiérarchie sociale des arts littéraires, en tout cas, le roman est quand même tout au-dessus. Donc voilà, lui, il prétend en tout cas l'existence de cette hiérarchie sociale des arts. À la hiérarchie socialement reconnue des arts, et à l'intérieur de chacun d'eux, donc à l'intérieur de chacun des arts, des genres, des écoles ou des époques, correspond la hiérarchie sociale des consommateurs, ceux qui prédisposent les goûts à fonctionner comme des marqueurs privilégiés de la classe. Donc, dans cette hiérarchie sociale des arts, il y a une hiérarchie avant tout des consommateurs. C'est cette hiérarchie des consommateurs qui va créer cette hiérarchie des arts. Évidemment que je vous dis le théâtre ou je vous dis la poésie qui sont quand même préférés au roman dans les siècles où, comme par hasard, l'éducation n'est pas accessible à tous. C'est normal, parce que pour lire de la poésie, il faut quand même avoir une certaine culture. C'est compliqué à lire la poésie, alors que le roman, l'origine même du roman, veut que ce soit écrit en langue romane, c'est-à-dire en langue vulgaire, en langue du peuple. Donc forcément, quand les lecteurs sont majoritairement des gens très hauts dans la classe sociale, tu aurais eu ce livre avant, tu aurais pu citer Bourdieu dans ta... Oh, j'ai cité Bourdieu dans ma soutenance, mais pas pour ça. J'ai cité les règles de l'art de Bourdieu, mais c'est vrai que j'ai pas assez cité la distinction, et j'ai découvert très récemment, c'est-à-dire ce matin, que en fait Bourdieu il parle de Brassens. Et moi j'ai fait ma soutenance sur Brassens. Et Bourdieu il parle de Brassens là-dedans, donc tant pis. Ce qui prédispose les goûts à fonctionner comme des marqueurs privilégiés de la classe. Les goûts sont des marqueurs de classe. Il y a plein de choses qui sont des marqueurs de classe. Si vous avez une orthographe excellente, a priori, ça montre que vous êtes plutôt un bourgeois. Si vous portez des vêtements en fourrure, les vêtements sont un marqueur de classe. C'est ce qui va montrer que vous appartenez plutôt à une classe sociale qu'à une autre. Et donc les goûts en matière d'art sont des marqueurs sociaux. Ça va... Connaissez les goûts d'une personne en matière d'art et vous connaîtrez sa classe sociale. C'est ça qui vous dit. Les manières d'acquérir se survivent dans la manière d'utiliser les acquis. L'attention accordée aux manières s'explique si l'on voit que c'est à ces impondérables de la pratique que se reconnaissent les différents modes d'acquisition, hiérarchisés de la culture, précoce ou tardif, familiale ou scolaire, et les classes d'individus qu'elles caractérisent, comme les pédants. On voit très bien de qui Bourdieu parle quand il parle des pédants, et les mondains. Alors les mondains, c'est un terme qu'on entend moins aujourd'hui, mais vous savez, ces gens très cultivés, très riches, etc., qui se réunissent entre gens très cultivés, très riches, pour avoir des discussions qui ont souvent pas beaucoup de sens et pas beaucoup d'intérêt. Salut Davistos83, comment ça va? On lit Bourdieu, la distinction. La noblesse culturelle a aussi ses titres, que décerne l'école et ses quartiers. La noblesse culturelle, donc il y a une noblesse culturelle, on est dans un livre qui s'appelle La Distinction, donc évidemment qui va nous parler d'une noblesse culturelle. La noblesse culturelle a aussi ses titres que décerne l'école et ses quartiers que mesure l'ancienneté de l'accès à la noblesse. Donc depuis combien de temps est-ce que vous avez accès à cette noblesse culturelle? La définition de la noblesse culturelle est l'enjeu d'une lutte qui, du XVIIe siècle à nos jours, n'a cessé d'opposer de manière plus ou moins déclarée des groupes séparés dans leur idée de la culture, du rapport légitime à la culture et aux œuvres d'art, donc dans les conditions d'acquisition dont ces dispositions sont le produit.
La définition dominante du mode d'appropriation légitime de la culture et de l'œuvre d'art favorise jusque sur le terrain scolaire ceux qui ont eu accès à la culture légitime très tôt, dans une famille cultivée, hors des disciplines scolaires. Donc, ça, c'est les gens qui vont réussir à rendre légitime certaines formes d'expression artistique. Elle dévalue en effet le savoir et l'interprétation savante, marquée comme scolaire, voire pédante, au profit de l'expérience directe, de la simple délectation. Donc, savant, pédant versus délectation. Souvenez-vous, vous avez appris ça au lycée. L'USA et ça va comme un confiné au chômage partiel. Bah, c'est pas si mal que ça, le chômage partiel. Tu peux prendre du temps aussi pour des choses à toi. Voilà, faut se donner ce privilège, ce loisir. Vous avez appris ça au lycée, normalement, la bataille de Hernani. Vous savez, Victor Hugo écrit une pièce qui s'appelle Hernani, et à cette époque-là, au théâtre, on a plein de règles qui codifient la manière dont on a le droit d'écrire une pièce au théâtre. Il y a la règle des 3 unités, c'est-à-dire que la pièce doit se dérouler en une seule journée, avoir un seul fil narratif concret, et avoir un seul personnage principal. Unité de temps, unité d'action et unité de lieu, donc ça veut dire qu'il doit y avoir aussi un seul décor, mais bon, l'unité d'action montre aussi le personnage principal. Ça, c'est les 3 unités c'est la règle des 3 unités. Il y a la règle de bienséance qui dit qu'on n'a pas le droit de montrer des morts, on n'a pas le droit de montrer des bisous, on n'a pas le droit de montrer du sexe, etc. Au théâtre. Et Victor Hugo va faire cette pièce où il casse tous les codes d'écriture du théâtre classique, et se déroule une vraie bataille dans le théâtre, c'est-à-dire que les gens arrivent à l'avance, la préfecture de police de Paris fait venir plein de flics devant la salle de théâtre parce qu'ils savent que ça va chauffer, les anciens qui sont pour le fait qu'on préserve les règles classiques du théâtre arrivent en avance, se mettent sur les balcons du théâtre avec leurs poubelles sur eux. Les modernes arrivent, les anciens balancent leurs poubelles à la gueule des modernes. On dit que Balzac s'est pris un trognon de chou, de chou rave, j'imagine, du coup. On dit que Balzac s'est pris un trognon de chou rave en pleine figure, et puis il commence à se battre au théâtre avant même que la pièce se soit déroulée, parce que c'était très important à cette époque-là, cette opposition, voilà, entre l'interprétation savante, le pédantisme et l'expérience directe de la simple délectation, c'est-à-dire le romantisme qui veut que ce qui compte, c'est pas les règles, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va exprimer des émotions, faire ressentir des choses au spectateur, etc. La logique de ce que l'on appelle parfois dans un langage typiquement pédant, la lecture de l'œuvre d'art, donc lire une œuvre d'art, hein, on peut lire un tableau, voilà, ce tableau-là, on pourrait le lire, hein, il parle pas de lecture au sens de littérature, offre un fondement objectif à cette opposition. L'œuvre d'art ne prend un sens et ne revêt un intérêt que pour celui qui est pourvu du code selon lequel elle est codée. Je ne vous demanderai pas de m'analyser le boléro de Ravel ou le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach si vous n'avez jamais eu de cours de solfège. La lecture d'une œuvre d'art demande de déjà connaître les codes de cette œuvre d'art. La mise en œuvre consciente ou inconsciente du système de schèmes de perception et d'appréciation plus ou moins explicite qui constitue la culture picturale ou musicale est la condition cachée de cette forme élémentaire de la connaissance qu'est la reconnaissance des styles. Voilà, il y a en musique et en peinture notamment cette chose qui fait que certaines personnes vont avoir plus ou moins accès à une lecture de ces œuvres d'art. Le spectateur dépourvu du code spécifique se sent submergé, noyé devant ce qui lui apparaît comme un chaos de sons et de rythmes, de couleurs et de lignes, sans rime ni raison. Faute d'avoir appris et adopté la disposition adéquate, il s'en tient à ce que Panofsky appelle les propriétés sensibles, saisissant une peau comme veloutée ou une dentelle comme vaporeuse, ou aux résonances affectives suscitées par ces propriétés, parlant des couleurs ou de mélodies sévères ou joyeuses. Voilà, les propriétés sensibles d'une œuvre d'art, c'est ce qui permet, en tout cas à celui qui est non initié, d'avoir sa propre lecture de l'œuvre d'art. En l'occurrence, si je vous fais écouter le clavier bien tempéré, vous pourrez pas me dire comment c'est écrit, vous pourrez pas me dire ce qui fait que c'est magnifiquement bien écrit, le clavier bien tempéré, mais vous pourrez me dire là c'est joyeux, là c'est triste, vous pourrez ressentir des choses, voilà, vous pourrez voir les propriétés sensibles, c'est-à-dire qu'ils font appel à vos sens, à vos émotions.
On ne peut en effet passer de la couche primaire du sens que nous pouvons pénétrer sur la base de notre expérience existentielle, donc la couche primaire du sens que nous pouvons pénétrer sur la base de notre expérience existentielle, c'est-à-dire chaque œuvre d'art a une première couche de sens, une première couche de choses que vous pouvez en tirer, dans laquelle vous pouvez pénétrer uniquement sur la base de votre expérience existentielle, c'est-à-dire uniquement sur la base du fait que vous avez existé, que vous avez vécu. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir appris des choses pour savoir que la 9e symphonie de Beethoven, elle est triste. Au hasard. Donc, nous ne pouvons pas passer, nous ne pouvons pas pénétrer, nous ne pouvons pas passer de ça à la couche des sens secondaires, c'est-à-dire la région du sens du signifié, que si l'on possède les concepts qui, dépassant les propriétés sensibles, saisissent les caractéristiques proprement stylistiques de l'œuvre. Voilà. Là, déjà, on a un Bourdieu qui, je crois, un peu avant les règles de l'art, je crois qu'il n'a pas encore écrit les règles de l'art, qui est voilà, son livre de la sociologie de comment est-ce qu'on doit faire de l'art et de comment est-ce qu'on définit les champs d'apparition de la littérature, etc. au 19e siècle. Une introduction qui nous parle de l'art. Voilà. Le goût, déjà, ça va être l'art. Il ne va pas nous parler que de l'art, hein, évidemment. Mais en tout cas, sur son introduction, il va insister là-dessus. Et salut Materia. C'est dire que la rencontre avec l'œuvre d'art n'a rien du coup de foudre que l'on veut y voir d'ordinaire, et que l'acte de fusion affectif, Einfühlung, comme disent les Allemands, qui fait le plaisir d'amour de l'art, suppose un acte de connaissance, une opération de déchiffrement, de décodage, qui implique la mise en œuvre d'un patrimoine cognitif, d'une compétence culturelle. Voilà, la rencontre entre une œuvre d'art et un consommateur, vous ne pouvez pas dire que c'est une rencontre qui est basée sur un coup de foudre, vous ne pouvez pas dire que c'est quelque chose qui est naturel, puisque vous ne pouvez pas avoir cette rencontre si vous ne connaissez pas les codes de cette œuvre d'art. Moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup de chance de vous lire de la littérature, parce qu'en l'occurrence, la littérature, c'est quelque chose que vous avez tous étudié, plus ou moins bien, avec plus ou moins d'assiduité, avec plus ou moins de rigueur, peut-être, mais c'est quelque chose que vous avez tous étudié. Donc, si je vous dis, là, il y a une figure de style, là, il y a une métaphore, je vous parlais de Victor Hugo, il y a plein de métaphores hugoliennes, vous n'êtes pas complètement perdu dans ce que je vous raconte. Alors que... si on étudie le clavier bien tempéré et que je vous dis que là il y a une syncope, plus de la moitié d'entre vous est déjà perdu, alors qu'une syncope c'est pas beaucoup plus compliqué à comprendre ce que c'est qu'une figure de style ou une métaphore. Voilà. Mais vous avez plus de codes pour lire une œuvre littéraire que pour lire une œuvre musicale. Cette théorie typiquement intellectualiste de la perception artistique, contredit très directement l'expérience des amateurs les plus conformes à la définition légitime. L'acquisition de la culture légitime par la familiarisation insensible au sein de la famille tend en effet à favoriser une expérience enchantée de la culture qui implique l'oubli de l'acquisition et l'ignorance des instruments de l'approbation. Si vous n'avez pas appris l'art à travers l'école, mais que vous avez appris l'art à travers votre famille qui vous a montré des œuvres d'art, vous pouvez très bien avoir votre lecture de l'œuvre d'art, et la position intellectualiste qui veut que la seule lecture que vous puissiez avoir, c'est une lecture intellectuelle, c'est une lecture qui est basée sur des compétences culturelles que vous avez acquises, c'est faux. Une syncope, c'est quand quelqu'un est sur le point de décéder. Non, la syncopation, c'est un jeu de rythme en musique. Alors, ça a deux définitions. C'est soit quand vous... Normalement, vous savez que le premier temps est plus fort. Le premier temps est un temps fort, le troisième temps est un temps fort. Sur un truc en 4 temps, par exemple, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Et la syncopation, c'est par exemple quand Brassens va commencer à chanter au deuxième temps, faisant du deuxième temps un temps fort. Donc il est toujours en retard quand il chante Brassens. Brassens, sur une mesure, le premier mot va arriver au deuxième temps, et le dernier mot va arriver au premier temps de la mesure d'après. Voilà, ça c'est une syncopation, il y a un retard sur le temps. Mais ça peut vouloir aussi dire que au piano, bon bref, il y a... C'est déjà assez compliqué, Bourdieu, comme ça, pour pas parler de la syncopation. L'expérience du plaisir esthétique peut aller de pair avec le malentendu ethnocentrique qu'entraîne l'application d'un code impropre. Vous pouvez très bien être ethnocentrique, c'est-à-dire ne connaître que la culture européenne et apprécier une œuvre d'art africaine. Ainsi, le regard pur que porte sur les œuvres le spectateur cultivé d'aujourd'hui n'a à peu près rien de commun avec l'œil moral et spirituel des hommes du Quattrocento, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions à la fois cognitives et évaluatives qui étaient au principe de leur perception du monde et de leur perception de la représentation picturale du monde. Soucieux, comme le montrent les contrats d'en avoir pour leur argent, les clients de Filippo Lippi, Domenico Ghirlandaio... Ah, Ghirlandaio, je connais ça par contre.
l'inventeur de la guirlande, où Piero della Francesca investissait dans les œuvres d'art les dispositions mercantiles d'hommes d'affaires rompus au calcul immédiat des quantités et des prix, recourant par exemple à des critères d'appréciation tout à fait surprenants, comme la cherté des couleurs. Voilà. Nous, on a des critères de légitimation d'une œuvre d'art ou de la valeur d'une œuvre d'art qui sont très propres à notre époque et à notre réalité géographique, par exemple, ou sociale, mais il faut penser que des peintres au Quattrocento, donc pendant la Renaissance, au début de la Renaissance italienne, c'était l'esthétique pouvait être liée aussi au fait que cette couleur-là, elle coûte cher. Donc ça veut dire que je peux revendre ce tableau plus cher, parce que j'ai montré que je pouvais utiliser des couleurs dont les pigments valent cher pour faire ça. Qui place l'or et le bleu d'outre-mer au sommet de la hiérarchie. Évidemment, l'or, c'est fait en or, donc ça coûte cher, et le bleu d'outre-mer, c'était quelque chose de très, très compliqué à fabriquer. En l'occurrence, première chose, ma femme veut fabriquer du bleu de Prusse. Ça met des semaines à se fabriquer. Il faut faire ça dans un tonneau en extérieur parce que ça dégage des fumées toxiques, etc. Le bleu, c'est un pigment qui est pas facile à faire. L'œil est un produit de l'histoire, reproduit par l'éducation. Alors ça, c'est une phrase déjà... il nous fout par terre, Bourdieu, avec ça. L'œil est un produit de l'histoire, reproduit par l'éducation. Votre œil est un produit de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont vous percevez le monde, c'est un produit de l'histoire et qui est reproduit par l'éducation que vous ont donnée vos parents et ou l'école. Il en est ainsi du monde de perception artistique qui s'impose aujourd'hui comme légitime, c'est-à-dire la disposition esthétique comme capacité de considérer en elle-même et pour elle-même, dans leur forme et non dans leur fonction, non seulement les œuvres désignées pour une telle appréhension, c'est-à-dire les œuvres légitimes, mais toutes les choses du monde, qu'il s'agisse des œuvres culturelles qui ne sont pas encore consacrées, comme en un temps les arts primitifs ou aujourd'hui la photographie populaire ou le kitsch, ou des objets naturels. Alors la photographie populaire, Bourdieu... il écrit ça en quelle année, Bourdieu ? Parce que je trouve que la photographie populaire, quand même, c'est... Aujourd'hui, en tout cas, peut-être grâce à Instagram, peut-être grâce à des choses comme ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est largement accepté et légitimé. Oui, il écrit ça en 1979, donc effectivement, oui. Donc, le regard pur est une invention historique qui est corrélative de l'apparition d'un champ de production artistique autonome. Le regard que vous croyez pur, le regard que vous croyez détaché de toute histoire, de toute éducation, etc. C'est-à-dire, vous regardez une œuvre d'art uniquement à travers le prisme de vous-même et de ce que vous aimez. C'est quelque chose qui n'existe pas et qui est l'apparition d'un champ de production artistique autonome, c'est-à-dire capable d'imposer ses propres normes, tant dans la production que dans la consommation de ces produits. Un champ autonome. Voilà. Les champs artistiques vont devenir autonomes, notamment Bourdieu, pour vous expliquer un petit peu ce que représente un champ autonome dans la tête de Bourdieu. Dans les règles de l'art, il montre l'apparition du champ littéraire. Et j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur ma chaîne, sur notre chaîne, Le Dieu Malséant, qui s'appelle Qu'est-ce que la littérature ou C'est quoi la littérature, où je dis la littérature, ça, c'est une méthode d'expression artistique qui apparaît au 19e siècle. Et ça, c'est un truc, quand je le dis à mes élèves, ils me disent « Mais non, mais l'épopée de Gilgamesh, ça date de moins 800 avant Jésus-Christ, non, mais les Sumériens, non, mais les machins, non, mais les Grecs, non, mais l'Odyssée, non, mais c'est pas de la littérature. » Tout ça, ce n'est pas de la littérature. C'est des belles lettres. Et il faut savoir qu'à l'époque, quand on dit belles lettres, donc belles lettres, c'est un terme qui apparaît surtout à la Renaissance, mais les belles lettres... c'est gentil, Lisa. Les belles lettres, c'est l'ensemble des choses écrites. C'est-à-dire qu'un livre de biologie, un livre d'histoire, un livre de philosophie, c'est des belles lettres. Au 19e siècle, le champ des belles lettres explose et naissent l'histoire, qui va se détacher complètement du reste du champ des belles lettres parce qu'on commence à arrêter d'écrire l'histoire comme des romans. On commence à essayer d'arrêter d'inventer des faits pour que ce soit plus joli. On essaye d'arrêter de créer des tournures de phrases qui rendent ça plus joli au détriment de la vérité artistique, scientifique, surtout pas artistique, du fait historique. Et puis se détache aussi la littérature. La littérature va devenir son propre champ de production. On va arrêter de mettre en compétition des gens qui écrivent de la philosophie et des gens qui écrivent de la littérature.
On va arrêter de mettre en compétition des gens qui écrivent de la biologie et des gens qui écrivent des textes de loi. Parce qu'avant, tous ces gens-là étaient en compétition parce que la plupart de ces gens-là étaient polygraphes. Vous savez que Descartes a écrit des traités de mathématiques, des traités de biologie, des traités sur l'astronomie et de la philosophie. Ils étaient tous polygraphes, ils écrivaient dans plein de genres différents parce que ce champ n'avait pas encore éclaté, il n'y avait pas encore de spécialisation. La littérature et la philosophie, c'était... Bon, la philosophie existe depuis beaucoup plus longtemps que la littérature, mais la littérature, en tout cas, n'était pas une discipline en soi. C'est parce que tu parles trop vite et j'arrive pas à suivre à cette heure-là. Bah, désolé. Je vais vite. Mais en gros, le champ de la littérature, c'est le moment où la littérature va se sortir de tout le reste du champ des belles lettres et devenir sa propre économie, c'est-à-dire qu'il va y avoir sa propre compétition entre ses propres auteurs, va y avoir ses propres consommateurs propres à la littérature, va y avoir ses propres codes qui vont naître. On va vraiment pouvoir avoir une réflexion très poussée sur la littérature et sur ce que veut dire et ce à quoi sert la littérature, parce qu'on n'aura plus tout le reste des belles lettres, la science, la philosophie, les textes de loi, etc., qui vont nous embrouiller. Donc là, la littérature devient un champ, avec ses acteurs, avec ses agents, comme les appelle Bourdieu, et qui jouit d'une autonomie qu'elle n'avait pas auparavant. Donc le regard pur est une invention historique et corrélative de l'apparition d'un champ de production artistique autonome, c'est-à-dire capable d'imposer ses propres normes tant dans la production que dans la consommation de ses produits. C'est ça un champ. C'est un milieu qui est capable d'imposer ses propres normes dans la production et dans la consommation de ses produits. La littérature impose qu'on fasse un certain nombre de choses, tant dans la manière dont on va produire de la littérature que dans la manière dont on va consommer de la littérature. Un art qui, comme toute la peinture post-impressionniste par exemple, est le produit d'une intention artistique affirmant le primat du mode de représentation sur l'objet, de la représentation, sur l'objet de la représentation. Donc le mode de représentation est plus important que l'objet de la représentation. En l'occurrence, je vais vous montrer un tableau post-impressionniste. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire. Ah, ça a fait disparaître l'autre tableau. J'essaye de prendre mon temps, c'est-à-dire que je parle vite, mais j'explique quand même un maximum. Je veux vraiment pas que vous soyez perdus dès l'intro, parce que sinon, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Voilà, portrait de Félix Fénéon. L'objet de la représentation, c'est un homme. Mais le mode de la représentation, comment il appelle ça, lui ? Oui, c'est ça, le mode de représentation est plus important que l'objet de la représentation. C'est-à-dire que si l'objet de la représentation était plus important, on n'aurait pas dessiné de telles couleurs. On n'aurait pas dessiné des choses aussi peu réalistes. Tu as trop d'énergie à cause des Red Bull. Mais non. Voilà. Ce qui est plus important, c'est ce qu'on va faire de cet objet que l'objet en lui-même. On n'est pas obligé de représenter les couleurs exactement telles qu'elles sont. On n'est pas obligé de représenter les proportions exactement telles qu'elles sont. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la manière dont on va le faire. Voilà, Van Gogh, par excellence. Un arbre, ça ne ressemble pas à ça. D'accord ? Des gens, ça ne ressemble pas à ça. Les couleurs ne sont pas justes. Les proportions ne sont pas justes. Voilà, certains traits ne sont pas assez précis, etc. Donc là, en l'occurrence, on a des modes de représentation qui sont plus importants que leurs objets de représentation. Oui, j'aime beaucoup, c'est très sympa le post-impressionnisme. Hein. Donc voilà. Donc c'est le produit d'une intention artistique affirmant le primat du mode de représentation sur l'objet de la représentation, exige catégoriquement une attention exclusive à la forme que l'art antérieur n'exigeait que conditionnellement. On avait moins d'exigences sur la forme qu'avant que les champs s'autonomisent. Forcément, puisqu'il n'y avait pas encore de code. Là, il dit le post-impressionnisme, c'est le seul moment où des auteurs, enfin c'est le premier moment où des peintres se sont réunis entre eux, et on dit, il faut faire ça. Il faut le faire comme ça. Il faut on a ce qu'on appelle un manifeste. Un manifeste, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble d'ambitions, de volontés d'auteurs qui se réunissent entre eux et qui vont obéir à ça. En l'occurrence, c'est pour ça qu'on dit que le classicisme, c'est, même si le mot classicisme n'existait pas à l'époque, on va dire que le classicisme, c'est le premier mouvement littéraire de l'histoire de la littérature française, enfin des belles lettres françaises, parce que
Le classicisme, c'est le premier moment où des auteurs vont se réunir entre eux et ils vont dire on va donner des règles au théâtre, on va donner des règles à la poésie. Et ces règles, ça va être ça, ça, ça. Il va falloir qu'on fasse les choses de telle façon. Avant, quand on avait par exemple le baroque, même si le baroque en littérature ça n'existe que de manière très structurelle, euh, ou je sais pas moi, l'écriture médiévale, etc., les livres se ressemblent, mais ils ne se ressemblent pas parce que les auteurs se sont mis d'accord entre eux pour qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent parce qu'ils sont la production de leur contexte historique, géographique, etc. Ah non, mais t'inquiète pas, Lisa, le montage, je le fais pas du tout sur YouTube, hein. Moi, je découpe et ce que vous me mettez dans le chat, je le laisse, hein, parce que peu importe, moi, ça me change absolument rien. L'intention pure de l'artiste est celle d'un producteur qui se veut autonome, c'est-à-dire entièrement maître de son produit, qui tend à récuser non seulement les programmes imposés a priori par les clercs et les lettrés, mais aussi avec la vieille hiérarchie du faire et du dire, les interprétations surimposées a posteriori sur son œuvre. Vous savez que on va interpréter des œuvres des fois d'une manière qui dépasse celui qui les a produites, celui qui l'a produite. La production d'une œuvre ouverte, intrinsèquement et délibérément polysémique, polysémique ça veut dire qui a plusieurs sens, donc produire une œuvre qui a plusieurs sens, voilà, je peux très bien écrire un texte dont vous pourrez dégager des interprétations auxquelles moi je n'avais pas pensé. Peut être ainsi comprise comme le dernier stade de la conquête de l'autonomie artistique par les poètes, et sans doute à leur image par les peintres, longtemps tributaires des écrivains et de leur travail de faire voir et de faire valoir. Et c'est aussi quelque chose que j'explique souvent à mes élèves, ils me disent « Oui mais monsieur, là vous surinterprétez quand même, le poète il écrit ça parce que c'est comme ça, voilà, il se prend pas la tête à faire des interprétations et tout ça, mais nous si, nous, en tant que consommateurs de poésie, il est pas de notre devoir, mais il est de notre possibilité et de notre intérêt d'analyser au-delà, peut-être même, de ce qu'a voulu dire l'auteur. Alors il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle le délire interprétatif, qui est de dire que s'il y a un auteur qui vous dit il y avait un bateau bleu sur l'eau, de commencer à dire que le bleu c'est la couleur de l'amour et que l'eau ça représente le temps qui passe lentement avec les vagues, etc. Bon, ça c'est du délire interprétatif. Mais ce qu'on peut interpréter, interprétons-le, parce que même si l'auteur n'y avait pas pensé, nous, ça peut nous faire grandir, et nous, ça peut nous faire apprendre des choses, et percevoir des choses plus belles encore. Et les auteurs prévoient ça aussi. Les auteurs se doutent bien, et des fois, même moi, j'écris des... Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment dans l'écriture, c'est la poésie, c'est la versification et tout ça. Moi, quand j'écris un poème, des fois, je le lis, et je me dis, putain, ça, on pourrait carrément l'interpréter comme ça, putain, c'est génial ce que j'ai fait, putain, j'y avais pas pensé en le faisant. Mais en le relisant, je me dis, ah mais ouais, ça marche trop bien, parce que du coup... Ça et ça, c'est lié ensemble, et bon bref. Affirmer l'autonomie de la production, c'est conférer la primauté à ce dont l'artiste est maître, c'est-à-dire la forme, la manière, le style par rapport au sujet. Voilà. L'auteur, il est beaucoup plus maître de la forme, du style, etc., que du sujet. Quand Victor Hugo, parce qu'on l'a lu ensemble, décrit La Pieuvre, Victor Hugo, il n'est pas maître de ce à quoi ressemble la pieuvre, il n'est pas maître de l'objet de la pieuvre, il est maître de la manière dont il l'a décrit. Et par la manière dont il l'a décrit, il nous fait voir un monstre mythologique créé par Dieu, désiré par le diable, etc., avec 1000 bras qui vous accrochent de ses ventouses d'un pouce dans le bras, etc., qui est à la fois une monstruosité biologique, une monstruosité divine, une monstruosité mythologique, etc., et même en l'appelant le monstre, il dit que c'est un mélange de plusieurs animaux, parce que vous savez que c'est ça à la base le monstre. Le monstre, c'est le mélange de choses qui ne vont pas ensemble. Voilà, il est pas maître de ce à quoi ressemble la pieuvre, mais il est maître de la manière dont il va la décrire. C'est pour cela qu'il peut être intéressant de débriefer un livre entre amis sur un même... Ouais, débriefer un livre avec des potes, ou débriefer même une série, même n'importe quoi. Faut pas... La hiérarchie sociale des arts n'a de légitime ne peut être légitime que si vous l'avez accepté dans votre cercle social. Mais je ne crois pas que la littérature ce soit beaucoup plus intéressant que le cinéma. Les gens qui sont passionnés de cinéma, François Terrel, le fossoyeur de films, il peut certainement vous dire autant de choses sur son film préféré que je peux vous en dire sur La Légende des siècles de Victor Hugo. Parce que il a plus de codes pour interpréter ça que moi. Mais oui, débattons des choses et soyons en désaccord sur les choses. Il y a des auteurs, enfin il y a des chercheurs universitaires qui depuis des années se battent depuis des décennies, des fois depuis des siècles, ils se battent sur la signification d'un livre. Et certainement des réponses qu'ils n'auront jamais. Mais vous savez que
un des livres les plus importants de la critique littéraire, c'est Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Et Don Quichotte, c'est 1605, si je dis pas de conneries. 1603 et 1605, il me semble. 1605 et 1615, pardon. Donc 1605 et 1605, voilà. Ça fait 400 ans qu'il est sorti, le bouquin, et il y a encore énormément de débats sur Don Quichotte et tout ça. Donc, allons-y, pourquoi pas. Je parle beaucoup plus que Bourdieu, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire en même temps, donc je me le permets. Donc affirmer l'autonomie de la production, c'est conférer la primauté à ceux dont l'artiste est maître, etc. Ça on l'a déjà dit. C'est du même coup refuser de reconnaître aucune autre nécessité que celle qui se trouve inscrite dans la tradition propre de la discipline artistique considérée. C'est passer d'un art qui imite la nature à un art qui imite l'art. Voilà, l'art se détache de la nature et prend son propre envol. Trouvant dans son histoire propre le principe exclusif de ses recherches et de ses ruptures, même avec la tradition. Voilà, l'art évolue beaucoup plus depuis l'art que depuis la nature. Vous pouvez pas vous aller faire de l'art de zéro, sans vous inspirer d'aucun auteur, en vous inspirant juste de la nature. Ce ne serait pas intéressant, en tout cas. Un art qui enferme toujours davantage la référence à sa propre histoire appelle un regard historique. Donc l'art enferme la référence à sa propre histoire, parce que quand vous écrivez quelque chose, vous écrivez avec vous, avec vos sensibilités, mais aussi avec celles de tous ceux qui vous ont précédé et que vous avez rencontrés, croisés, connus, entendu parler, etc. Il demande à être référé non à ce référent extérieur qu'est la réalité, représentée ou désignée, mais à l'univers des œuvres d'art du passé et du présent. Voilà, l'œuvre d'art ne doit pas être... quand je vous montre ça, il faut pas me parler des arbres qui sont sur cette rue. Il faut me parler du post-impressionnisme, il faut me parler de tous les auteurs qui ont précédé Victor Hugo et de comment est-ce que Victor Hugo en est arrivé à dessiner des arbres de cette façon-là. C'est pas intéressant de me parler de cette rue, j'en ai rien à foutre de cette rue. Voilà. Il demande à être référé non à ce référent extérieur qu'est la réalité, mais à l'univers des œuvres d'art du passé et du présent. Voilà, il faut le remettre en contexte, mais dans son contexte artistique, pas dans le contexte de la réalité. Ce n'est pas intéressant de faire ça. Comme la production artistique en tant qu'elle engendre dans un champ la perception esthétique en tant qu'elle est différentielle, relationnelle, attentive aux écarts qui font les styles, est nécessairement historique. Comme le peintre dit naïf, qui étant extérieur au champ et à ses traditions spécifiques, reste extérieur à l'histoire propre de l'art considéré. Le spectateur naïf ne peut accéder à une perception spécifique d'œuvres d'art qui n'ont de sens que par référence à l'histoire spécifique d'une tradition artistique. Bon, c'est grossièrement ce qu'on dit. La disposition esthétique qu'appellent les productions d'un champ de production parvenu à un haut degré d'autonomie qui est indissociable d'une compétence culturelle spécifique. Voilà, un champ artistique. Je suis pas très écran. Ouais, bah oui, mais pourquoi pas. Là, t'es devant un écran en l'occurrence, mais tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Donc la disposition esthétique qu'appelle les productions d'un champ de production parvenu à un haut degré d'autonomie est indissociable d'une compétence culturelle spécifique. Voilà, il y a des champs qui vont avoir un très haut degré d'autonomie, beaucoup plus que d'autres. Cette culture historique fonctionne comme un principe de pertinence qui permet de représenter parmi les éléments proposés au regard tous les traits distinctifs, et cela seulement en les référant plus ou moins consciemment à l'univers des possibilités substituables. Acquise pour l'essentiel par la simple fréquentation des œuvres, c'est-à-dire par un apprentissage implicite, analogue à celui qui permet de reconnaître sans règle ni critères explicites des visages familiers. Voilà, vous reconnaissez des œuvres, des styles, des manières de faire, de représenter, de faire émouvoir. Tout comme vous reconnaîtriez des visages dans la rue, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris à reconnaître des visages dans la rue. Cette maîtrise, qui reste le plus souvent à l'état pratique, permet de repérer des styles, c'est-à-dire des modes d'expression caractéristiques d'une époque, d'une civilisation ou d'une école, sans que soient clairement distingués et explicitement énoncés les traits qui font l'originalité de chacun d'eux. Illustration de ce que dit Bourdieu. Illustration de ce que dit Bourdieu. Si... Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Hop.
Vous êtes capable de reconnaître des visages dans la rue sans savoir pourquoi vous les reconnaissez, sans savoir ce qui les distingue de l'ensemble du reste des visages que vous avez rencontrés ou qui sont à rencontrer. Si je vous montre ça, a priori, dites-moi pour vous, si vous en avez envie, de quel continent vient cette sculpture? Comme ça, mais vraiment sans réfléchir, sans... dites-moi de quel continent vient cette sculpture. Non, je regarde que très peu la télé et les cinémas, plus musique et lecture. Depuis le confinement, je me suis acheté 3 livres par exemple. Afrique. Est-ce que... Voilà, vous êtes tous à me dire Afrique. Est-ce que vous pouvez me dire spécifiquement ce qui fait que vous savez que cette sculpture vient d'Afrique? Certainement pas, parce que vous n'avez pas eu des cours d'histoire des arts, de machin, etc. C'est très courbé, mais il y a plein de choses qui sont extrêmement courbées en art européen aussi, ou en art amérindien, ou ça aurait pu être un tas de choses. Mais sans savoir spécifiquement détailler ce qui fait de cette œuvre une œuvre si caractéristiquement africaine, vous savez que c'est une œuvre caractéristiquement africaine. C'est noir et c'est du bois. Oh bah des sculptures en bois quand même, on en a dans beaucoup de civilisations. Ça aurait pu être une sculpture sumérienne, ça aurait pu être beaucoup de choses. C'est l'art cliché de l'Afrique. Bah, justement, je trouve pas, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon exemple. Parce que, vous voyez, y a des choses qui sont un peu plus simples. Il y a des choses qui sont un peu plus simples. En l'occurrence, si je vous montre ça, a priori, on sait que la représentation artistique dans beaucoup de peuples d'Afrique, de la femme, on la représente souvent avec les seins très pointus, avec le sexe visible, etc. Parce que c'est l'image de la génitrice, c'est l'image de la mère, etc. Telle qu'elle est représentée là-bas. Bon, là vous auriez pu me dire tout un tas de choses qui étaient tout à fait légitimes. Celui-là, je trouve ça plus difficile de vraiment mettre le doigt dessus. Et heureusement, mais en tout cas, moi, j'ai pas assez eu de cours d'histoire des arts pour vous dire là ce qui détache à ce point-là tous les critères qui sont excluants ou exclusifs ou etc. de cet art par rapport à d'autres œuvres, d'autres continents. Alors, tout semble indiquer que même chez les professionnels de l'attribution, donc les gens qui sont professionnels de dire ça c'est de l'art africain de telle époque, de tel pays, de telle zone, voilà. Les critères qui définissent les propriétés stylistiques des œuvres témoins sur lesquelles s'appuient tous les jugements restent le plus souvent à l'état implicite. Voilà. C'est implicite, vous ne pouvez pas le rendre explicite, vous ne pouvez pas beaucoup mettre de mots dessus, il y a quelque chose d'implicite. Le regard pur implique une rupture avec l'attitude ordinaire à l'égard du monde qui, étant donné les conditions de son accomplissement, est une rupture sociale. On peut croire Ortega y Gasset lorsqu'il attribue à l'art moderne un refus systématique de tout ce qui est humain, c'est-à-dire générique, commun, par opposition à distinctif ou distingué, à savoir les passions, les émotions, les sentiments que les hommes ordinaires engagent dans leur existence ordinaire. Voilà. Ortega y Gasset, il attribue à l'art moderne une opposition à tout ce qui est humain, voilà, tout ce qui est générique, tout ce qui est ordinaire, les hommes ordinaires, les passions ordinaires, les sentiments ordinaires, etc. Tout se passe en effet comme si l'esthétique populaire était fondée sur l'affirmation de la continuité de l'art et de la vie, qui implique la subordination de la forme à la fonction. Cela se voit bien dans le cas du roman et surtout du théâtre où le public populaire refuse toute espèce de recherche formelle et tous les effets qui, en introduisant une distance par rapport aux conventions admises, tentent à mettre le spectateur à distance, l'empêchant d'entrer dans le jeu et de s'identifier complètement au personnage. Je pense à la distanciation brechtienne ou à la désarticulation de l'intrigue romanesque opérée par le nouveau roman. Bon, il y a toujours une distance entre vous et le personnage de théâtre. L'auteur de théâtre ne veut pas que vous puissiez vous identifier tout à fait avec son personnage. En tout cas, c'est ce que semble nous dire Bourdieu. Du coup, c'est quoi les critères? Oh, je ne veux pas faire un cours de l'histoire de l'art. En plus, vraiment, je vais pas mentir, je le sais pas, quoi. Si, il y a cette dimension un peu écaillée, peut-être. Non, mais... Qu'est-ce qui me fait dire que c'est plus subsaharien que égyptien, ou je sais pas quoi, ou sumérien, ou j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pour ça que c'est implicite. C'est ça qui est intéressant. Je sais justement que c'est implicite. À l'opposé du détachement, du désintéressement que la théorie esthétique tient pour la seule manière de reconnaître l'œuvre d'art pour ce qu'elle est, c'est-à-dire autonome, self-standing,
Alors, self-standing, c'est de l'allemand, mais self-standing en anglais, du coup, je peux faire la traduction, parce que je parle pas du tout allemand, mais je parle anglais. Donc, qui peut se tenir seul, qui se suffit en soi. C'est-à-dire autonome, self-standing, l'esthétique populaire ignore ou refuse le refus de l'adhésion facile et des abandons vulgaires, qui est au moins indirectement au principe du goût pour les recherches formelles, et comme le disent les jugements populaires sur la peinture ou la photographie, elle représente l'exact opposé de l'esthétique kantienne. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'art populaire se détache de cette distanciation que va mettre le théâtre, qui est un art beaucoup plus bourgeois. Pour appréhender ce qui fait la spécificité du jugement esthétique, Kant s'ingéniait à distinguer ce qui plaît de ce qui fait plaisir, et plus généralement à discerner le désintéressement, seul garant de la qualité proprement esthétique de la contemplation. Donc se désintéresser de l'objet pour accéder à une contemplation esthétique de l'ensemble. De l'intérêt de la raison qui définit le bon. A l'inverse, les sujets des classes populaires qui attendent de toute image qu'elle remplisse explicitement une fonction, fût-ce celle de signes qui manifeste, fût-ce celle de signes, pardon. Donc je recommence. Hein. A l'inverse, les sujets des classes populaires qui attendent de toute image qu'elle remplisse explicitement une fonction, fût-ce celle de signe, manifestent leur jugement de référence souvent explicite aux normes de la morale ou de l'agrément. Qu'ils blâment ou qu'ils louent leur appréciation se réfère à un système de normes dont le principe est toujours éthique. C'est-à-dire que dans le côté de l'art populaire, on va avoir des choses qui sont beaucoup plus tangibles. On va avoir des personnages avec lesquels on va plus pouvoir identifier des valeurs morales, avec lesquels on va plus pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Vous savez que Cersei Lannister dans Game of Thrones, elle est très méchante. Et elle est invariablement méchante, voilà. Parce qu'il n'y a pas une distance, parce qu'elle est absolument humaine. Il n'y a pas cette volonté de déshumaniser tout ce qui appartient à l'œuvre d'art dans les séries américaines en général. Pourquoi ce livre et pas un autre? Parce que si c'était un autre, peut-être que tu me poserais la même question. En appliquant aux œuvres légitimes les schèmes de l'éthos, qui valent pour les circonstances ordinaires de la vie, et en opérant ainsi une réduction systématique des choses de l'art ou choses de la vie, le goût populaire et le sérieux, ou la naïveté, même qu'il investit dans les fonctions et les... J'ai sauté une page? Je me suis perdu. Elle est longue cette introduction encore? Ça va, on a bientôt fini l'introduction. En appliquant aux œuvres légitimes les schèmes de l'éthos, qui valent pour les circonstances ordinaires de la vie, et en opérant ainsi une réduction systématique des choses de l'art ou choses de la vie, le goût populaire et le sérieux ou la naïveté, même qu'il investit dans les fictions et les représentations, indique, à contrario, que le goût pur opère une mise en suspens de l'adhésion naïve, qui est une dimension d'un rapport quasi ludique avec les nécessités du monde. On pourrait dire que les intellectuels croient à la représentation, littérature, théâtre, peinture, plus qu'aux choses représentées, tandis que le peuple demande avant tout aux représentations et aux conventions qui les régissent de lui permettre de croire naïvement aux choses représentées. Voilà, les intellectuels demandent des choses qui se détachent du réel. Les intellectuels vont demander que le style, que la vision de l'artiste soit plus important que l'objet qui est représenté par l'artiste, tandis que les classes populaires vont plus avoir besoin de comprendre le réel à travers ça, de comprendre que le réel existe dans l'œuvre. Donc, en littérature, en théâtre et en peinture, on va avoir une vraie distance avec l'humanité des personnages. En l'occurrence, dans les séries, on a une représentation... Attends, demande avant tout aux représentations et aux conventions qui les régissent de lui permettre de croire naïvement aux choses représentées. C'est-à-dire qu'on croit aux choses représentées. On n'a pas besoin de dépasser la chose représentée pour la comprendre. Voilà. L'esthétique pure s'enracine dans une éthique, ou mieux dans un ethos de la distance élective aux nécessités du monde naturel et social qui peut prendre la forme d'un agnosticisme moral. L'agnosticisme, c'est le fait de ne pas savoir, de la non-connaissance, voilà. D'un agnosticisme moral, visible lorsque la transgression éthique devient en partie artistique. Voilà. Donc l'esthétique pure s'enracine dans une éthique... du monde naturel et social qui peut prendre la forme d'un agnosticisme moral. Donc, on oublie, on ne sait pas que la morale existe.
ou d'un esthétisme qui, en constituant la disposition esthétique en principe d'application universelle, pousse jusqu'à sa limite la dénégation bourgeoise du monde social. On comprend que le détachement du regard pur ne peut être dissocié d'une disposition générale à l'égard du monde, qui est le produit paradoxal du conditionnement exercé par des nécessités économiques négatives, ce que l'on appelle les facilités, et propre de ce fait à favoriser la distance active à la nécessité, etc. etc. On va passer un petit peu tout ça, parce que là, il rentre vraiment dans... très synthétique, et nous on a besoin qu'on nous explique plus, parce que là on va se perdre dans des florilèges de phrases très bourdieusiennes comme ça, très compliquées, sans savoir vraiment quand s'arrêter pour expliquer des choses qui au final sont moins compliquées qu'elles n'ont l'air dans la manière dont il les dit. Là j'ai passé tout ça très vite, pour les gens qui veulent l'entendre, en l'occurrence, c'est un peu tout ce qu'on a déjà dit. Hein. Oui, ça va trop vite. Désolé. Je vais ralentir un peu là. On est calé sur... Il pense que l'on est calé sur pas mal de choses. Or, c'est pas le cas. On a surtout besoin... Non, tout depuis le début, non. Enfin, tout depuis le début, en très résumé, il y a une économie des biens culturels. En gros, les gens qui consomment l'art et les gens qui produisent l'art sont les produits d'un système, sont les produits d'une économie, dans leurs différents champs. Le champ, c'est une zone de l'art qui va s'être autonomisée. Par exemple, je vous ai dit, au 19e siècle, la littérature s'est autonomisée. Et à partir du moment où la littérature s'autonomise, le champ va produire des agents qui vont produire... qui va produire des agents, c'est-à-dire des gens qui vont créer de la littérature d'une manière qui correspond à la définition qu'on a de la littérature. Si je fais quelque chose qui s'éloigne énormément de la littérature, vous ne pourrez pas me dire ça c'est de la littérature, d'accord ? Si je vous écris un livre uniquement avec des formules mathématiques, même si ça raconte l'histoire d'un marin qui prend le bateau pour aller en Corse, pif, vous ne pourrez pas me dire ça c'est de la littérature. Les producteurs sont... Les gens qui font ne font pas naturellement, ne font pas naïvement, ne font pas bêtement. Les gens qui font en ayant connaissance des codes de la littérature, de l'histoire de la littérature. On ne fait de l'art qu'à partir de l'art qui a déjà été produit avant. On écrit un livre qu'à partir de la connaissance qu'on a des livres qui ont déjà été produits avant, pas à partir de rien. Et on ne consomme des livres que d'une certaine façon dont le champ nous a imposé de les consommer. Ce qui veut dire que quand il dit les classes populaires vont avoir tendance à vouloir un regard naïf sur la société. Quand il dit naïf, il ne veut pas dire bête. Hein. Quand il dit naïf, il veut dire concret. C'est-à-dire, il y a des personnages gentils, il y a des personnages méchants, je vais m'identifier à ce personnage-là, je vais identifier des valeurs morales précises à ce personnage-là, point. Ça, c'est une vision de la réalité qui est hyper représentative, quoi. C'est-à-dire que la réalité est représentée telle qu'elle est, telle qu'on la perçoit, etc. Si vous regardez The Wire, qui est une excellente série, vous voyez la réalité. Une histoire qui est inscrite dans la réalité, mais vous voyez une représentation naïve de la réalité. C'est-à-dire que à aucun moment, le réalisateur de la série n'a fait de choses qui vous font sortir du réel parce que c'était plus joli. En l'occurrence, on va virer ça, Van Gogh, quand il dessine des arbres, il dessine les arbres de cette façon-là parce que c'est plus joli, pas parce que c'est plus réel. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, le fait que la représentation de l'objet soit plus importante que la réalité de l'objet, le fait que la manière dont on dessine l'objet soit plus marquée par son esthétisme que la manière dont dessiner un objet de façon à ce que l'art soit plus visible que l'objet lui-même, à ce que la peinture soit plus visible que l'objet lui-même, c'est quelque chose que vont rechercher les intellectuels bourgeois. Alors que... je vais vous montrer une autre peinture. Alors que les classes populaires vont chercher dans la peinture davantage ce genre de choses. Ça, c'est une peinture, ce n'est pas une photo. Hein. C'est une peinture, c'est ce qu'on appelle de l'hyperréalisme. Ça,
c'est une représentation naïve de la réalité. C'est-à-dire que la technique du peintre n'a pas servi une représentation de l'objet qui correspond à une volonté esthétique forte, mais l'objet avait déjà une portée esthétique forte. C'est-à-dire que si c'était une photo, ce qu'il représente était déjà beau et il n'avait pas envie de le rendre plus beau et il n'avait pas envie de rajouter plus de signifiant que la beauté déjà existante de la chose. Et ça, c'est ce que vont plus aimer les classes populaires. Oui, c'est très... Je sais pas du tout qui a fait ça, mais c'est absolument impressionnant. C'est sur Pinterest, donc j'imagine que c'est un random d'internet et pas forcément un artiste connu qui a fait ça. Hmm. Non, l'hyper-réalisme, moi, ça me trouve le cul, hein. Les gens qui arrivent vraiment à faire de l'hyper-réalisme comme ça... Ah, regardez, quoi. Enfin, on voit un petit peu que c'est pas réel. On le voit un petit peu. Mais pas beaucoup, quoi. Mais pas beaucoup, hein. Non, franchement, c'est hyper impressionnant. Voilà. Et donc, ce que ça montre, c'est pas que les gens de la classe populaire sont plus bêtes, c'est que les gens de la classe populaire ont été produits pour aimer plus ce type d'art-là, et les gens de la classe intellectuelle ont été produits pour aimer plus ce type d'art-là. Pas parce qu'il y en a qui sont plus bêtes que d'autres, mais tout simplement parce qu'il y en a qui ont appris à étudier l'art à l'école, et qu'en apprenant à étudier l'art à l'école, ils ont appris à savoir que ça, c'était du post-impressionnisme, que ça s'inscrivait dans tel mouvement, que ça s'inscrivait dans tel contexte historique et artistique, etc. Et du coup, ils ont une appréciation qui est beaucoup plus facile que nous de ce truc-là. Moi, je connais très peu la peinture. Je connais très très mal la peinture. Je connais très bien la musique. En l'occurrence, je sais que certaines musiques que j'écoute sont pour beaucoup de gens absolument inaudibles et dégueulasses et mal faites, et comme si quelqu'un s'était assis sur un piano. Mais j'ai appris, en tant qu'intellectuel bourgeois, j'ai appris les codes de la musique qui me permettent d'apprécier cette œuvre d'art. Donc j'ai été produit par le champ artistique musical pour apprécier plutôt tel type de musique qu'un autre. Il se trouve que je me suis déconstruit, parce qu'avant j'avais ce mépris de classe que peuvent avoir certaines personnes, de dire que le rap c'est de la merde parce que c'est populaire, et que le rap c'est mauvais, c'est mal écrit, c'est pour les idiots. J'avais ce mépris de classe, je me suis déconstruit, et maintenant j'arrive à apprécier, évidemment, j'arrive à apprécier et l'art populaire et l'art intellectualiste. Ah, ouais, où tu vois que tu vois pas un peu des traits sur les sièges, moi, c'est vraiment les sièges qui me font me dire que, ah, quand même, on voit que c'est pas une photo. Il y a un truc dans la couleur des sièges qui me... Là où c'est un peu noir, je sais pas si vous voyez, mais je parle vraiment de cet endroit-là, là. Ici, là, pile là, il y a un truc qui me dérange. Le reflet, là, tout ce reflet, qui est un peu foutu bizarrement. Euh, on voit un coup de pinceau, en fait. Je trouve qu'on voit un coup de pinceau ici. Et si vous regardez de très près le sol, d'ailleurs, aussi. Le sol, on voit des coups de pinceau dessus. Ce qui n'empêche pas que c'est absolument incroyable de réussir à faire ça, hein, bien sûr. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, il faut regarder de très près, parce que c'est extrêmement bien fait. Mais peut-être que le tableau est gigantesque aussi. Si le tableau est pas gigantesque et si le tableau fait seulement cette taille-là, c'est absolument délirant, hein. Euh, la science du goût et de la consommation culturelle commence par une transgression qui n'a rien d'esthétique. Elle doit en effet abolir la frontière sacrée qui fait de la culture légitime un univers séparé pour découvrir les relations intelligibles qui unissent des choix en apparence incommensurables, comme les préférences en matière de musique et de cuisine, en matière de peinture et de sport, en matière de littérature et de coiffure. Voilà. Il faut créer, ce que nous dit Bourdieu, et c'est tout le principe de la distinction, il faut créer une science du goût et de la consommation. Il faut arrêter de croire que vos préférences culinaires sont des préférences pures, c'est-à-dire qu'elles sont détachées. Salut les Néron. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que vos préférences en termes de bouffe sont pures, sont naïves, sont détachées de tout ce que vous avez connu avant, de votre origine sociale, etc. Euh,
j'ai fait goûter un jour du caviar. Je suis pas riche, hein, je suis très loin d'être riche, hein. Je suis au chômage, ma femme est handicapée, je suis très loin d'être riche. Mais il se trouve qu'on en avait parce que sa mère la mère de ma femme nous en a fait filer. Et j'ai fait goûter du caviar à Dudu. 2 jours après l'avoir emmené dans le meilleur resto japonais de tout Paris, et qui a même obtenu un prix pour les meilleures raviolis japonaises au Japon. Donc vraiment un resto absolument, mais c'est incroyable la bouffe qu'il y a là-bas. Et bah Dudu, qui a grandi en Savoie, dans un contexte très prolétaire et tout ça, n'a pas du tout apprécié ni le caviar, ni ce repas-là. Parce que c'est social le goût. Le goût, c'est quelque chose qui a été produit chez vous, c'est pas quelque chose qui est inné. N'importe quoi, tout le monde aime le saucisson. Bah il se trouve que dans certains pays au-dessus du Sahara et en dessous de la Méditerranée, on aime moins le saucisson. Je comprends vaguement que tu parles d'art. Alors là, je parle de bouffe, Wasbin. Là, c'est juste que t'écoutes pas. Ah, c'est juste que t'écoutes pas parce que je suis en train de parler de nourriture. Donc, ce que je dis, c'est que le goût et ce que vous consommez, c'est pas naturel. D'accord? C'est c'est quelque chose qui a été produit chez vous par votre éducation, par votre classe sociale, par tout un tas de choses que vont nous décrire Bourdieu. Donc lui, il parle, moi je parle de cuisine parce que c'est quelque chose auquel vous pouvez tous vous lier, mais il dit les préférences en matière de musique et de cuisine, en matière de peinture et de sport, en matière de littérature et de coiffure. Le sport par excellence, a priori, je pense que Bourdieu nous en parle d'ailleurs dans la distinction du sport. J'avais déjà vu un tableau de Bourdieu sur le sport où il mettait le capital culturel, c'est-à-dire à quel point les gens ont de la culture, sont cultivés, le capital économique, c'est-à-dire, ça c'est un graphique hein, du coup, c'est-à-dire à quel point est-ce que les gens sont riches, et il plaçait comme ça, sur ce graphique, différents sports, et évidemment que le football va plutôt correspondre à un capital culturel moyen, et à un capital économique faible, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plutôt cultivé, mais qui n'a pas d'argent. Ça va être le foot. Le golf, au contraire, il va être plutôt du côté très 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 à droite du graphique. Il va plutôt être du côté des gens qui ont beaucoup d'argent. Le golf, c'est pas un sport qui est apprécié par les prolos, ou en tout cas de manière exceptionnelle, évidemment, qu'il y a des exceptions à tout. Mais votre classe sociale influe évidemment sur les choses que vous aimez. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc là, il nous reparle de Kant. L'opéra, voilà, il donne l'exemple de l'opéra. L'opéra, on se dit que les pauvres n'aiment pas parce que c'est cher. Est-ce que c'est pas parce que c'est cher que. Est-ce que c'est pas parce que les pauvres n'aiment pas que c'est cher? C'est une possibilité. Ou est-ce que c'est pas parce que c'est cher que les pauvres n'aiment pas? En tout cas, il y a une notion d'inaccessibilité dans l'opéra, parce que déjà l'opéra c'est de la peinture, de la danse, de la musique et du théâtre en même temps. Alors, pas de la danse, mais de la comédie, en tout cas du théâtre. Donc du théâtre. Hein. C'est du théâtre, de la musique et de la peinture en même temps. Donc il faut avoir une culture, il faut avoir une éducation culturelle immense pour apprécier un opéra. Donc forcément, l'opéra, ça va plutôt être dans les tout en haut du graphique, donc dans les capitaux culturels élevés et dans les capitaux économiques élevés, parce que la place d'opéra, je suis déjà allé 2 fois à l'opéra. Une fois, j'ai réussi à avoir les tickets jeunes, vous savez. Ah non, une fois, c'était une pote à moi qui chantait. D'ailleurs, Marie Arnold, qui est celle qui joue dans le pilote de la série Docteur Bonobo Show, qui chantait du Offenbach à l'opéra. Donc j'avais eu des places à 14 euros, quoi. Mais l'autre fois où j'y suis allé, ma place m'avait coûté 250 euros, voilà. Et c'était pas une bonne place, hein, j'étais pas bien placé. Le golf et l'équitation, ouais, l'équitation. L'équitation, c'est un sport bourgeois. Le polo. Donc voilà. Passons directement. J'aime bien cette citation de Besançon. Aujourd'hui, nous ne savons pas encore si la vie culturelle peut survivre à la disparition des domestiques.
Ça, c'est dans un livre de Besançon qui s'appelle Être russe au 19e siècle. Est-ce que la vie culturelle va pouvoir survivre à la disparition des domestiques? Est-ce qu'une fois qu'on n'aura plus de domestiques et qu'il faudra qu'on fasse nous-mêmes des choses à la maison, on pourra encore avoir une culture? Parce que à cette époque-là, évidemment qu'on a un a priori qui dit que vie culturelle égale bourgeois. La culture, c'est quelque chose de bourgeois au 19e siècle. La culture n'appartient pas du tout au peuple. Ou en tout cas, c'est pas dans la conception qu'on en a. Donc cette citation est rigolote. Oui, la disparition des domestiques enfin non, la disparition des domestiques n'a pas supprimé la vie culturelle. Non mais Lisa, faut pas prendre ce que Néron dit au premier degré. Néron, il ne sait faire il ne sait parler que en second degré. Ça va l'opéra, je lis ce qu'il dit, il dit ça va l'opéra, c'est pas si cher, en vrai c'est moins cher qu'un smartphone, il y a plein de pauvres qui ont des smartphones. C'est Néron, on le connaît. Quand on le connaît pas, on est surpris, mais quand on le connaît. Est-ce que jusque-là, c'est plutôt clair? J'ai l'impression qu'en m'arrêtant, effectivement, en reprenant une pause pour expliquer un peu tout ce que nous disait Bourdieu dans cette introduction, ça nous permettait de comprendre déjà un certain nombre de choses. Là, on va parler de Brassens, on va parler de Ferré, on va parler de musique, etc. Donc, il nous parle de titres et de quartiers. Alors bon, je vais vous donner titres et quartiers. Les quartiers de noblesse expriment dans le système nobiliaire, donc dans le système des nobles, l'ancienneté des titres de noblesse d'une personne en fonction des titres de noblesse de chacun de ses ascendants. Donc les quartiers, quand vous avez des quartiers, ça veut dire que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents avaient chacun des titres de noblesse, et ça c'est vos quartiers. Vous avez votre titre de noblesse, vous êtes duc par exemple. Votre titre de noblesse vaut d'autant plus que vous avez des quartiers, c'est-à-dire que votre père était roi, votre arrière-grand-père était seigneur, votre arrière-grand-père, etc. Ça, c'est les quartiers. Parce que le premier chapitre de la distinction, figurez-vous, s'appelle... Ah bah oui, on voit pas, c'est à l'envers. Titre et quartier de noblesse culturelle. Donc là, il va nous parler de noblesse culturelle. C'est mieux comme ça que pas mal de streamers font de stopper pour reprendre un peu en synthétisant. Oui, non mais effectivement, il faudrait que je le fasse plus. Mais vous faites très bien de me le dire. Vous faites très bien de me le dire. Dudu, il vient de lancer un jeu vidéo cet enfoiré, plutôt que de nous rejoindre. Attends. Faut que je regarde ça là. Dudu, il vient de lancer un jeu vidéo cet enfoiré. Et il vient de lancer Fallout 4 cet enfoiré. Du coup, je lui ai dit, ah bah ça lance Fallout au lieu de venir. Eh bah super, merci pour le stream. Il est niqué, mais ça tu t'en fous, hein. Ceux qui ont la ref. Je savais bien que c'était des bourges dans les quartiers. Néron. Néron, écoute-moi bien, c'est Gaël. Va bien niquer ta mère. Il est peu de cas où la sociologie ressemble autant à une psychanalyse sociale que lorsqu'elle affronte à un objet, comme le goût, un des enjeux les plus vitaux des luttes dont le champ de la classe dominante et le champ de production culturelle sont le lieu. Donc, il y a peu de moments où la sociologie ressemble autant à une psychanalyse sociale que lorsqu'elle affronte à un objet comme le goût, un des enjeux les plus vitaux des luttes, comme le champ de la classe dominante et le champ de production culturelle sont le lieu. Dont le champ de la classe dominante et le champ de production culturelle sont le lieu. Donc, on va affronter le goût, et le goût, tu préfères que... On s'attaque directement à... Là, il nous parle de lutte, donc évidemment, il nous parle de lutte des classes. Est-ce que la production culturelle bourgeoise, ça va pas être aussi un des instruments de la classe dominante? Donc lui, il dit pas bourgeois, Bourdieu, il dit jamais bourgeois, il dit classe dominante. Est-ce que ça va pas être un des objets dont la classe dominante va se servir pour asseoir son autorité sur les prolétaires? Oui, Bourdieu, c'est chiant et difficile à lire, mais c'est super intéressant, donc c'est pour ça que je me l'inflige, quitte à faire plein de pauses, etc. Bon.
Pas seulement parce que le jugement de goût est la manifestation suprême du discernement, donc de la manière dont on se distingue des autres, qui, réconciliant l'entendement de la sensibilité, le pédant qui comprend sans ressentir et le mondain qui jouit sans comprendre, définit l'homme accompli. Donc là, déjà, on sent que Bourdieu, bon, hein, les dominants, il les aime pas spécialement. Il n'est pas du côté des dominants, de toute façon, Bourdieu, jamais. Hein. Mais en gros, le jugement de goût, donc, exemple concret, Call of Duty, voilà, à une époque où on disait beaucoup que ouais, Call of Duty et le foot, voilà, c'est des trucs pour les Kevin, c'est des trucs pour les idiots, pour les cassos, etc. Ça, c'est du jugement de goût. On va juger les goûts de quelqu'un. Ah, t'aimes le rap, ah bah donc t'es ce genre de personne, un peu méprisante, un peu méprisable, etc. Bon, le jugement de goût, comme Néron vient de faire en disant à Lisa qu'elle n'aimait pas le saucisson et que c'était une hérésie. Le jugement de goût, c'est la manifestation suprême du discernement qui, réconciliant l'entendement et la sensibilité, donc en réconciliant la compréhension et la sensibilité, qui sont deux choses qui devraient être séparées, évidemment. Il y a des choses qui ne sont pas intelligentes, au sens voilà, dont on l'entend, mais qui ne sont pas faites avec énormément d'intelligence, énormément de distinction, etc., mais qui vous font ressentir des choses. Donc, réconciliant l'entendement et la sensibilité, le pédant qui comprend sans ressentir, et le mondain qui jouit sans comprendre. Vous comprenez ça? Le pédant qui comprend sans ressentir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la classe dominante est dans un tel excès de pédanterie qu'elle va comprendre une œuvre, elle va comprendre une grande œuvre de la littérature ou de la musique, mais elle va rien ressentir, parce qu'il est trop pédant. Voilà. Et le mondain qui jouit sans comprendre. Donc le mondain, lui, celui qui va discuter comme ça des heures et qui va faire du délire interprétatif sur des œuvres, lui, il va jouir d'œuvres, mais sans vraiment les comprendre, parce que, voilà, hein. Définit l'homme accompli. L'homme accompli, voilà, l'homme accompli, l'homme de culture, etc. Ça sera sauf Zan ne le lirait pas de lui-même s'il ne le faisait pas en stream. Bah si, je l'aurais lu quand même, parce que c'est important, mais le stream, ça me permet aussi de me forcer, hein. T'aimes Bourdieu, t'es un bourgeois qui fait croire qu'il est de gauche. N'importe quoi. Pas seulement parce que toutes les bienséances désignent d'avance le projet de définir cet indéfinissable comme une manifestation évidente de philistinisme. Alors, philistinisme, on va prendre un mot aujourd'hui, philistinisme. Le philistinisme, c'est une notion, c'est un état d'esprit qui juge de tout en termes d'utilité immédiate et de valeur matérielle et n'a donc pas Dieu pour des objets et des occupations aussi inutiles que ceux relevant de la nature et de l'art. Alors le philistinisme, c'est les gens c'est les gens incultes qui accordent beaucoup de valeur à des choses matérielles, mais pas du tout aux choses inutiles. Et donc l'art étant une chose inutile. La bienséance universitaire qui, de Riegel à Wolflin, à Élie Laure et Henri Faucillon, qui sont des gens que je ne connais pas, et des commentateurs les plus scolaires des classiques aux sémiologues, donc les gens qui étudient le sens dans les choses d'avant-garde, impose une lecture formaliste de l'œuvre d'art aussi bien que la bienséance mondaine qui, faisant du goût un des indices les plus sûrs de la vraie noblesse, ne peut concevoir qu'on le rapporte à autre chose qu'à lui-même. Donc, le goût est le marqueur le plus sûr de la noblesse. C'est-à-dire que si vous avez des goûts nobles, si vous écoutez Bach, Mozart, au lieu de Joule et PNL, vous êtes quelqu'un de noble. Voilà, vous êtes quelqu'un de distingué. Hein. Et donc, ces gens qui pensent ça ne peuvent pas concevoir qu'on le rapporte à autre chose qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'on rapporte le goût à autre chose qu'à lui. C'est mes goûts. Je me suis construit mes goûts, je suis plus distingué que vous. Mais non. Mais non, tes goûts, ils viennent d'autre part que de toi. La sociologie est là sur le terrain par excellence de la dénégation du social. Alors la négation du social, c'est de dire non, c'est pas social. C'est exactement ça. C'est non, c'est pas social, c'est naturel. C'est naturel. J'aime Mozart parce que je suis plus intelligent. Et donc là, on va faire la dénégation du social. On va ramener le social dans un endroit, dans un lieu, la critique du goût, qui jusque-là pensait que le social n'y était pas. Donc c'est en d'autres termes. Les gens pensent qu'ils ont des goûts parce qu'ils ont des goûts, et on va leur dire non, non, tu as des goûts parce que tu appartiens à cette classe sociale. Il ne lui suffit pas de combattre les évidences premières, c'est-à-dire de rapporter le goût, ce principe incréé de toute création, aux conditions sociales dont il est le produit,
en sachant bien que les mêmes qui s'acharnent à refouler l'évidence de la relation entre le goût et l'éducation, entre la culture au sens d'état de ce qui est cultivé, et la culture comme action de cultiver, s'étonneront qu'on puisse dépenser autant de peine à prouver scientifiquement cette évidence. Bon. Pourquoi essayer de prouver cette chose-là? Il lui faut encore interroger cette relation qui n'est auto-explicative qu'en apparence, donc qui ne s'explique d'elle-même qu'en apparence, et chercher la raison du paradoxe qui veut que la relation avec le capital scolaire reste tout aussi forte dans les domaines que l'école n'enseigne pas. Donc, le capital scolaire que vous avez, est-ce que vous avez fait des études supérieures, ça reste quelque chose d'important, même dans les secteurs, même dans les lieux, même dans les domaines dans lesquels l'école n'est pas présente, d'accord? En l'occurrence, si vous avez fait des études supérieures, a priori, vous allez avoir différents goûts pour différentes œuvres culturelles, mais qui ne sont pas forcément des œuvres culturelles que vous avez étudiées à l'école. C'est juste que le fait d'avoir fait des études supérieures, ça vous donne un certain nombre de goûts, un certain nombre d'envie d'aller voir plutôt telles œuvres culturelles que plutôt telle autre. Cela sans jamais pouvoir s'en remettre complètement à l'arbitrage positiviste de ce que l'on appelle les faits. Derrière les relations statistiques entre le capital scolaire ou l'origine sociale et tel ou tel savoir ou telle manière de le mettre en œuvre, se cachent des relations entre des groupes, entretenant des rapports différents, voire antagonistes avec la culture, selon les conditions dans lesquelles ils ont acquis leur capital culturel et les marchés sur lesquels ils peuvent en tirer le meilleur profit. Voilà, vous allez avoir plusieurs groupes sociaux, plusieurs classes sociales qui sont en lutte entre elles, puisqu'on est dans une... On a appris avec Marx qu'on était dans une lutte de classe et qu'on était... Alors, parfois s'informer en autodidacte permet aussi de se cultiver. Qui peut être autodidacte aujourd'hui dans notre société? À part exception, il y a des gens qui font exception, mais en général, ils représentent un pourcentage absolument négligeable, hein, une proportion absolument négligeable de la population. Mais les gens qui peuvent être autodidactes sont des gens qui ont le temps d'être autodidactes, qui ont du loisir, le loisir au sens grec, c'est-à-dire le loisir au sens du temps qu'on peut consacrer à nos propres activités. Le loisir, c'est un plaisir. En l'occurrence, être autodidacte, moi je l'ai été au piano, c'est-à-dire que j'ai fait 6 mois de piano, et je suis tout de suite entré au conservatoire en 3e année, alors que j'avais jamais fait de conservatoire avant, parce que j'ai été autodidacte et j'ai des facilités à être autodidacte. Mais j'aurais jamais fait de piano et j'aurais jamais eu de cours de piano si mes parents n'étaient pas profs. Je vivais dans un milieu culturel plus favorable au fait que je finisse par faire du piano. D'accord? Il y a certainement plein de prolétaires ouvriers qui travaillent 40 heures par semaine, qui ont un don pour le piano et qui pourraient apprendre le piano super facilement. Mais est-ce qu'ils ont le loisir de se rendre même autodidacte? Je parlais des personnes qui ne sont pas allées à la fac. Oui, mais c'est pour ça que Bourdieu il va parler de capital scolaire, mais il dit aussi origine sociale. Hein. Les deux sont importants. Les deux sont importants, évidemment. Mais en général, les deux sont un peu liés aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais bon, la société est de plus en plus compliquée. Et à l'époque de Bourdieu, enfin à l'époque de ce livre-là, en 1979, il n'y avait quand même pas beaucoup de prolétaires qui allaient à l'université. Il y en a quand même beaucoup plus aujourd'hui. Et qui pourtant prennent des cours ou lisent des choses pour s'informer. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. Mais là, ça a quand même un rapport avec le capital économique. Hein. Ou en tout cas, avec la classe sociale. Mais on n'en a pas fini avec les évidences, c'est l'interrogation même qu'il faut interroger, c'est-à-dire le rapport à la culture qu'elle privilégie tacitement, afin d'établir si une modification du contenu et de la forme de l'interrogation ne suffirait pas à déterminer une transformation des relations observées. On ne sort pas du jeu de la culture et on ne se donne pas quelque chance d'en objectiver la réalité, qu'à condition d'objectiver aussi complètement que possible les opérations mêmes auxquelles on est obligé d'avoir recours pour réaliser cette objectivation. Bon, là, il nous décrit comment est-ce qu'il va faire son travail de sociologue. Là, c'est... Non, 1987, c'est 20e. J'ai dit une autre date. Je me suis peut-être gouré, ou alors... Soit je me suis gouré, soit t'as mal entendu. Il est possible que je me sois gouré, parce que je parle beaucoup, vite, je parle beaucoup, vite, parce que je me dis Red Bull, c'est bon le Red Bull. Donc, ce rappel s'adresse au lecteur... Je plaisante. Donc, là, il s'adresse aux sociologues. Hein. Il s'adresse aux sociologues. Parce que, évidemment que des fois, Bourdieu, c'est compliqué.
Évidemment que Bourdieu, des fois, c'est compliqué, mais parce qu'il faut bien comprendre que Bourdieu, c'est un universitaire, enfin, c'est pas un universitaire, mais Bourdieu, c'est quelqu'un qui est un sociologue, qui est un chercheur, qui va donner des cours au Collège de France, qui va écrire des livres, etc. Il est lu par nous. Ah, tu pensais que c'était 19e, pardon. Non, non, bah Bourdieu, il est mort en 2002, je crois. Est-ce que ma mémoire des dates va être aussi bonne que pour Don Quichotte? 23 janvier 2002, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il s'adresse évidemment au sociologue, parce qu'il a besoin de prouver non seulement sa valeur, la valeur de son travail, mais aussi sa méthode, sa méthodologie. Parce que si sa méthodologie n'est pas bonne, les sociologues vont tout de suite écrire un livre en disant n'écoutez pas Bourdieu, ce qu'il vous a dit, ça n'a pas été fait dans les règles de la sociologie, ça n'a pas été fait avec une méthodologie approuvée, ça n'a pas été fait correctement. Donc, des fois, ça va être un peu trop compliqué pour nous et on va se dire mais qu'est-ce qui nous parle de l'interrogation qu'il faut interroger, c'est-à-dire le rapport avec la culture qu'elle privilégie tacitement, Dete fabula narratur. Bon, il s'adresse pas à nous là, il prouve la valeur de son travail. Hein. Alors là, on va avoir un petit peu plus de statistiques, et c'est là que ça va m'intéresser. Là, on va nous parler de différentes musiques. On va nous parler de différentes musiques, et on va nous parler de qui écoute ces différentes musiques, etc. Ça va être intéressant. En visant à déterminer comment la disposition cultivée et la compétence culturelle appréhendée au travers de la nature des biens consommés et de la manière de les consommer varient selon les catégories d'agents. Donc les agents, c'est les gens qui occupent les champs sociaux, les espaces sociaux. Hein. Donc les agents, c'est nous, on est tous des agents d'un certain espace social. Donc, comment la disposition cultivée et la compétence culturelle appréhendée au travers de la nature des biens consommés, c'est-à-dire comment est-ce que votre disposition cultivée, c'est-à-dire comment est-ce que vous, la culture que vous avez, le degré auquel vous êtes cultivé, va déterminer la consommation à travers les différentes catégories d'agents, les agents qui ont fait plus ou moins des études, les agents qui ont plus ou moins d'argent, etc. Et selon les terrains auxquels elle s'applique, depuis les domaines les plus légitimes comme la peinture ou la musique, voilà, la peinture et la musique, ce sont des domaines légitimes. On va pas avoir du tout de mal à dire que telle musique ou telle peinture est une œuvre d'art, ça ne pose pas de problème, parce que ce sont des arts légitimes, qui ont été légitimés. Euh, euh, selon... oui, les domaines les plus légitimes comme la peinture ou la musique, jusqu'aux plus libres comme les vêtements, le mobilier ou la cuisine. On n'est pas tous d'accord pour dire que la cuisine est un grand art, que la haute couture est un art, que la couture en général est un art, ou que le mobilier est un art. Voilà. Bon, aujourd'hui, avec le design, c'est différent. Et à l'intérieur des domaines légitimes, selon les marchés scolaires ou extrascolaires, sur lesquels elles sont offertes. Donc, est-ce que vous consommez différemment selon on vous a donné, selon si on vous a donné ces œuvres d'art à l'école ou si on vous les a données de manière extrascolaire en dehors de l'école. On peut sauter des passages où il ne nous parle pas à nous. Bah là, j'ai sauté une page et demie où il ne nous parle pas à nous. En l'occurrence, j'essaye de le faire, mais j'essaye aussi de... Comme c'est déjà compliqué en soi, j'essaye aussi de ne pas rater des choses. D'une part, la relation très étroite qui unit les pratiques culturelles ou les opinions afférentes au capital scolaire. Donc les pratiques culturelles, comment est-ce qu'elles affectent... comment est-ce que le capital scolaire affecte les pratiques culturelles. Et secondairement, à l'origine sociale, saisie à travers la profession du père. Bon, pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas la profession de la mère On est en 1979 et que les femmes ne rapportent pas d'argent au foyer en 1979. D'accord Les femmes sont celles qui dépensent, les femmes sont celles qui consomment, mais les femmes ne sont pas celles qui rapportent de l'argent au foyer. Donc comment est-ce qu'il va faire lui pour savoir quelles œuvres appartiennent à quel groupe social, ou en tout cas à quel héritage social? On va voir la personne qui répond aux questions de Bourdieu, quel est le métier de son père. Comme ça, on connaît ses origines sociales. Avec le métier de la mère, on ne connaît rien. Parce que très souvent, la mère ne travaille pas ou elle fait des métiers qui sont peu valorisants et peu valorisés.
Et d'autre part, le fait qu'à capital scolaire équivalent, le poids de l'origine sociale dans le système explicatif des pratiques ou des préférences s'accroît quand on s'éloigne des domaines les plus légitimes. Donc, vous avez le même niveau d'études qu'une personne. Néron, mettons que Néron a exactement le même niveau d'études que Lisa, exactement, mais pas la même origine sociale. Donc, le poids de l'origine sociale dans le système explicatif des pratiques ou des préférences s'accroît quand on s'éloigne des domaines les plus légitimes. Donc, plus on va s'approcher des domaines légitimes, Néron et Lisa ont exactement le même niveau d'études. Néron, son père est directeur d'un centre bancaire, voilà, directeur d'une agence bancaire. Lisa, son père est peintre en bâtiment. Voilà. Plus on va s'approcher... T'as rien fait. Bah désolé, vous avez pas guide là. Non mais je fais pareil avec mes élèves, c'est un truc de prof ça, de prendre des exemples sur les élèves. Parce que ça fait interagir. C'est intéressant parce que ça réveille les gens de faire ça. Donc, Lisa et Néron fait exactement les mêmes études, mais le père de Néron est directeur d'une agence bancaire et le père de Lisa est peintre en bâtiment. Plus on va s'approcher des domaines légitimes, c'est-à-dire la musique classique, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire toutes ces choses-là, plus les différences entre les goûts de Lisa et Néron vont s'éloigner. C'est-à-dire que sur tout ce qui est un peu populaire, mettons les séries Netflix, Lisa et Néron, ils regardent les mêmes séries sur Netflix. Par contre, Néron va écouter beaucoup plus de Mozart, de Beethoven et de Bach que Lisa, alors qu'ils ont fait les mêmes études. Mais tout simplement, le travail de son père va avoir une influence sur ce que lui va consommer. Peintre en bâtiment, c'était honte. Mais non, c'est pas une honte d'être peintre en bâtiment, c'est très bien comme métier. C'est physique, hein. Putain, j'ai vu des peintres en bâtiment bosser. Ça a pas l'air facile comme boulot, disons. Donc voilà, à capital scolaire équivalent, le poids de l'origine sociale dans le système explicatif des pratiques ou des préférences, donc les pratiques, Néron va beaucoup plus aller au musée. Et les préférences, Néron va beaucoup plus écouter de musique classique. S'accroît quand on s'éloigne des domaines les plus légitimes. Bon. Plus les compétences mesurées sont reconnues par le système scolaire, plus les techniques employées pour mesurer sont scolaires. Bon. Ça va ? Plus les compétences mesurées sont reconnues par le système scolaire, donc compétences mesurées dans le système scolaire, reconnaître des figures de style, savoir lire un roman du 19e siècle, etc. Plus les techniques employées pour les mesurer, donc pour mesurer ces compétences, vont être scolaires. Et plus la relation est forte entre la performance et le titre scolaire, qui en tant qu'indicateur plus ou moins adéquat du nombre d'années d'inculcation, bon là il parle au sociologue. La corrélation la plus forte entre la performance et le capital scolaire comme capital culturel reconnu et garanti par l'institution scolaire, qui est très inégalement responsable de son acquisition. Donc, ouais. Donc la corrélation la plus forte entre la performance et le capital scolaire comme capital culturel reconnu et garanti s'observe lorsque, avec la question sur les compositeurs d'une série d'œuvres de musique, l'interrogation prend la forme d'un exercice très scolaire sur des savoirs très proches de ceux qu'enseigne l'institution scolaire et fortement reconnus sur le marché scolaire. Sur le marché scolaire, ça va être très reconnu de connaître plutôt Bach. Brassens, c'est de la très grande musique. Brassens, c'est un vrai poète. Brassens, il a écrit des trucs qui sont souvent plus beaux que ce que beaucoup de poètes aujourd'hui ou au 19e siècle ont écrit. Selon mon appréciation, évidemment. Mais, scolairement, Brassens, ça vaut rien. C'est pas reconnu par l'institution scolaire. En l'occurrence, la musique classique, ça va être un capital qui est reconnu par l'école. Voilà, grossièrement. En vrai, ma mère a été secrétaire puis vendeuse en bijoux et mon père commercial et directeur d'un magasin avant qu'il plombe. Et... 67% des titulaires d'un CEP ou d'un CAP, donc le CEP n'existe plus, à quoi ça fait référence un CEP, juste pour savoir où on en est. Ouais, aujourd'hui c'est autre chose. C'est quoi CEP? C'est le certificat d'études primaires, ah oui, c'est le certificat d'études en fait, le CEP. Donc c'est quelque chose que vous obtenez à 13 ans, hein. En gros c'est l'équivalent du brevet. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent du brevet, c'est les certificats d'études.
67% des titulaires d'un CEP ou d'un CAP ne peuvent identifier plus de 2 compositeurs parmi 16 œuvres. Donc compositeurs de musique classique. Donc 67% de ceux qui ont un certificat d'études ou un CAP ne peuvent identifier plus de 2 compositeurs sur 16. Voilà, on vous donne 16 œuvres, quel compositeur c'est? Donc c'est énorme, hein, voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Contre 45% des titulaires du BEPC. Ah bah le BEPC, je croyais que c'était... Le BEPC, c'est à quel âge? C'est à quel âge qu'on obtient le BEPC? En fin de troisième? Bah c'est à 12-13 ans aussi, du coup. Oui, c'est le brevet, pour moi, c'est le BEPC. C'est à 13 ans aussi, du coup. C'est lui, tire les titis. Bon, peu importe, en gros, voilà. En gros... Ah ouais, putain, les chiffres, ils deviennent affolants. Ah oui, ça devient vraiment affolant. Là, le capital scolaire va vraiment être démontré d'une façon absolument affolante. 67% des titulaires d'un CEP ou d'un CAP ne peuvent pas identifier plus de 2 compositeurs sur 16 œuvres. Ok, CEP fin primaire, BEPC fin collège. Alors pourquoi est-ce qu'il me disait 13 ans sur Google, je ne sais pas. 45% des titulaires du BEPC peuvent identifier... Alors... peuvent identifier plus de 2 compositeurs. Attends, quoi? Ah oui. Attendez. 67% ne peuvent pas identifier plus de 2 compositeurs. 45% des titulaires du BEPC ne peuvent pas identifier plus de 2 compositeurs. 19% des bacheliers, vous vous rendez compte, on passe de 45 à 19, en sachant que le bac est très dur en 1979, évidemment. Donc aujourd'hui, les chiffres seraient différents. Donc 19% des bacheliers ne peuvent pas identifier plus de deux compositeurs sur 16 œuvres, donc ça veut dire que quand même 81% le peuvent. 17% de ceux qui sont passés par une petite école ou ont commencé les études supérieures, et enfin 7% seulement des détenteurs d'un diplôme supérieur ou égal à la licence, donc bac plus 3. Donc on passe de 67% pour ceux qui n'ont que un BEP à 7% pour ceux qui ont une licence. Donc là, la différence au niveau du capital scolaire est évidemment énorme. Alors qu'aucun des ouvriers ou des employés interrogés n'est capable d'identifier 12 au moins des compositeurs des 16 œuvres. Ah oui, aucun. Donc aucun des employés ni des ouvriers ne peut identifier 12 des compositeurs. Il n'y en a pas eu un seul qui a pu en identifier 12. 52% des producteurs artistiques et des professeurs, et 78% pour les seuls professeurs d'enseignement supérieur, atteignent ce score. 78% des professeurs d'enseignement supérieur en ont identifié 12 sur 16. Et 52% des professeurs, donc collège, lycée, ou des producteurs, en ont identifié 12 sur 16. Donc là, voilà, la différence, elle est aussi absolument énorme. Le taux de non-réponse à la question sur les peintres ou sur les œuvres de musique préférées dépend aussi étroitement du niveau d'instruction, opposant fortement à la classe dominante les classes populaires, les artisans et les petits commerçants. Toutefois, comme dans ce cas, le fait de répondre ou non dépend sans doute des dispositions que de la pure compétence, la prétention culturelle caractéristique de la petite bourgeoisie nouvelle. Donc, il y en a plein qui ont répondu, mais Bourdieu il se dit, attendez, là c'est quand même... En termes de statistiques, c'est pas très intéressant d'étudier ceux qui n'ont pas répondu en termes de « ils savent pas ». Ceux qui n'ont pas répondu, peut-être qu'ils se sentent pas non plus légitimes pour répondre. Peut-être que les petits bourgeois... ils ont une prétention culturelle qui est plus caractéristique de leur classe sociale aussi. Hein. Peut-être qu'ils en savent autant en termes de... Voilà, à compétences scolaires égales, mais à origine sociale inégale, les petits bourgeois vont plus souvent répondre, mais peut-être aussi parce qu'ils se sentent plus légitimes pour répondre. Cadre moyen du commerce, membre des services médico-sociaux, secrétaire, intermédiaire culturel, ça c'est la petite bourgeoisie. Hein. Trouve une occasion de s'exprimer. De même, l'écoute des chaînes de radio les plus savantes, France Musique et France Culture, et des émissions musicales ou culturelles, la possession d'un électrophone, c'est 1979, hein,
L'audition de disques, sans précision de genre, ce qui minimise les écarts, la fréquentation des musées et le niveau de compétence en peinture, autant de traits qui sont tous fortement corrélés entre eux, obéissent à la même logique et étroitement liés au capital scolaire, hiérarchisent brutalement les différentes classes et fractions de classes, l'écoute des variétés variant en sens inverse. Voilà. Les variétés, c'est la musique pop, hein, voilà. Euh, les classes populaires vont écouter beaucoup plus de variétés que les classes dominantes qui, elles ont un mépris du populaire, donc elles ne vont pas en écouter du tout. Non, mais je pense que c'est à âge égal, Néron, évidemment. Il demande pas à des enfants de 13 ans face à des adultes de 60 ans. Oui, oui, c'est à âge égal. Les échantillons présentés ici s'appuient sur une enquête par questionnaire menée en 1963 et 1967 auprès d'un échantillon de 1217 personnes. Euh... Est-ce qu'ils ont tous... Oui, ils ont forcément tous à peu près le même âge. Il est où l'annexe 1? Ils disent que l'échantillon est décrit dans l'annexe 1. Ça, c'est pas l'annexe, ça, c'est l'index. Je sais pas où il est, l'annexe 1, donc bon, hein. Mais évidemment qu'ils ont le même âge, ça n'aurait aucun intérêt sinon. Voilà. Plus on va vers les domaines les plus légitimes comme la musique et la peinture, et à l'intérieur de ces univers hiérarchisés selon leur degré modal de légitimité vers certains genres ou certaines œuvres, plus les différences de capital scolaire sont associées à des différences importantes, tant dans les connaissances que dans les préférences. Les différences entre la musique classique et la chanson se doublent de différences qui, produites selon les mêmes principes, séparent à l'intérieur de chacune d'elles des genres comme l'opéra et l'opérette, le quatuor et la symphonie, des époques comme la musique contemporaine et la musique ancienne, des auteurs et enfin les œuvres. Voilà. Là, les gens qui ont beaucoup de culture, les gens qui sont très riches, non seulement ils vont préférer cette musique-là, mais en plus ils vont distinguer au sein de cette musique-là les différents styles, les différents genres, les différents voilà. Là où pour quelqu'un qui va être juste titulaire d'un BEPC, il y aura la musique classique. Pour quelqu'un qui aura une licence, il y aura la musique contemporaine, la musique machin, la musique moderne, baroque, etc. Les opérettes, l'opéra, les quatuors, les symphonies, etc. Là où, effectivement, pour quelqu'un qui a le BEPC, ce sera de la musique classique, point. Voilà, la distinction ne se fera pas. À la moitié du livre, sans doute, avant les 50 autres annexes. Ouais, mais je te dis... Est-ce que c'est des annexes de fin de chapitre? Ce serait terrible, ça. Ça, ce serait terrible. Je déteste les trucs de fin de chapitre. Donc, le clavecin bien tempéré. Donc, alors, moi, j'ai toujours entendu le clavier bien tempéré. Bon, peut-être le clavecin bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, donc. Et le concerto pour la main gauche, dont on verra qu'il se distingue par les modes d'acquisition et de consommation qu'il suppose. Ah, le clavecin bien tempéré et le concerto pour la main gauche s'acquièrent apparemment différemment. Pourquoi? S'oppose aux appartenances à un genre inférieur, la musique légère. Ah, peut-être que... Ah non, j'ai sauté des 3 lignes là. S'oppose aux valses de Strauss et à la danse du sabre, musique dévaluée soit par leur appartenance à un genre inférieur, la musique légère, soit du fait de leur divulgation, la dialectique de la distinction et de la prétention renvoyant à l'art moyen d'évaluer, voilà. Bon, il y a des... Même parmi la musique classique, il va y avoir des morceaux un peu plus légers, et ceux-là vont être méprisés par les intellectuels. Bonne nuit, Néron. Oui, oui, mais bien sûr que Bach il jouait du clavecin, mais moi j'ai toujours entendu le clavier bien tempéré. Mais peut-être parce qu'en allemand c'est clavier. Ils disent quoi sur Wikipédia? Ah, sur Wikipédia ils disent le clavier bien tempéré, hein, ils disent pas le clavecin. Hein. Non, y a pas, je vois pas une seule fois le clavecin bien tempéré. Pas une seule fois dans l'article il y a écrit le clavecin bien tempéré. C'est ça qui est bizarre. En plus, clavecin, ça aurait pu être clavicorde, ça aurait pu être bon. Donc oui, je sais pas pourquoi Bourdieu il dit le clavier bien tempéré. Alors là, je vais vous montrer un truc. J'espère que ça va bien se voir avec la webcam.
Ça, c'est son tableau qu'il a fait, du coup, à partir de son questionnaire. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Ah. Ouais, non, hein, c'est pas terrible. Est-ce que je peux vous le trouver, ça? Est-ce que je peux vous le trouver? Les préférences en matière de